Florence m'a demandé de vous parler de l'impact des structures paysagères sur la circulation de l'eau. Je vais beaucoup me baser pour ça sur les résultats d'un stage qu'on a encadré avec Sabine Girard du LESSEM sur ralentir et conserver l'eau dans les têtes de bassins versants, qui traitait essentiellement des aspects quantitatifs. Et puis, je parlerai aussi un peu des retenues sur lesquelles on a un peu travaillé avec Florence, et puis des zones tampons, plus sur les aspects qualité de l'eau, et sur lesquels on a déjà pas mal d'éléments. Donc le contexte du stage de Zoé Reverdy, c'était notamment l'émergence d'approches dans le sud-est de la France visant à ralentir la circulation de l'eau et la montée de la notion d'hydrologie régénérative qui se diffuse très rapidement dans le sud de la France, avec des projets d'études et de mise en œuvre par des collectivités et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse qui soutient pour voir un peu, pour voir qu'est-ce qu'on peut attendre de ces approches. Et donc, du point de vue scientifique, on voulait mieux cerner quels étaient les savoirs et les pratiques que ces approches articulent et qu'est-ce qu'on peut attendre effectivement du point de vue des effets hydrologiques, puisque le discours des tenants de l'hydrologie régénérative, c'est que ça peut être vraiment très, très efficace. Donc, je vais d'abord parler des enjeux traités, des moyens et des mesures considérées par ces approches, des preuves de l'efficacité qu'on a ou qu'on n'a pas à l'échelle des effets individuels des mesures et à l'échelle du bassin versant. Et puis après, je parlerai un peu de qualité de l'eau et de la conclusion. Donc l'objectif du stage, c'était de réaliser un état de la connaissance et des enjeux de connaissance sur l'évaluation des effets hydrologiques des solutions de type hydrologie régénérative. Dans des petits bassins versants ruraux, on s'est cantonné aux têtes de bassins en milieu rural, à la fois agricole et forestière. Et donc Zoé a fait une recherche et une analyse biblio, essentiellement de publications scientifiques, mais aussi un peu de littérature grise. Et puis a fait une douzaine d'entretiens semi-directifs avec des experts scientifiques et techniques impliqués dans ce domaine. Donc, pourquoi ralentir et conserver l'eau dans le paysage? Ben, il s'agit d'améliorer la résilience des territoires et des agro-écosystèmes face aux aléas hydrométéorologiques, avec parfois un excès, parfois un déficit de précipitations, parfois les deux sur les mêmes territoires, avec l'objectif de maintenir la pérennité et la productivité des cultures, de préserver les écosystèmes et parfois aussi de protéger les populations et les usages de l'eau associés. Donc avec des enjeux dont certains sont assez fréquents en termes d'occurrence, d'autres plus éventuels, plus ponctuels ou plus exceptionnels, les sécheresses agricoles ou pédologiques. On a parfois des excès d'eau, donc c'est ce qui est figuré par des ellipses, et des déficits, c'est des rectangles, avec à la fois des enjeux sur le milieu agricole en orange, des enjeux sur le milieu forestier en vert, et puis pour le milieu aquatique en bleu. Là, je passe très rapidement sur les principaux processus hydrologiques à l'échelle de la parcelle et du bassin. Donc, quand il pleut, on a de l'infiltration, éventuellement un drainage jusqu'à la nappe, ou bien un stockage de l'eau dans le sol avec absorption par les racines et transpiration par les plantes. Et ce qu'on cherche à diminuer, c'est le ruissellement et augmenter l'infiltration avec, selon les enjeux, soit une augmentation de l'eau disponible par les plantes, soit une augmentation de la recherche des aquifères, soit des deux. Et puis à l'échelle du versant, eh ben, on va chercher à augmenter le soutien d'étiage, notamment diminuer les ruissellements, les écoulements très rapides en période d'excès d'eau et augmenter plutôt les débits d'étiage pour maintenir le bon état des écosystèmes aquatiques. Alors, l'hydrologie régénérative, c'est un des nombreux termes qui existent et en fait, on constate qu'il y a différents concepts qui se recoupent plus ou moins et qui ajoutent un peu du flou ou s'adressent pas au même public. Donc, on a eu
D'abord les zones tampons pour la qualité de l'eau, ensuite le concept d'ingénierie écologique. Les zones tampons ont ensuite plutôt été appelées des infrastructures agroécologiques parce qu'on tenait à la fois compte de leur effet sur la qualité de l'eau et sur la biodiversité. Puis des solutions fondées sur la nature qui supposent aussi un bénéfice pour la société et pour la biodiversité, tout en répondant à des enjeux divers. Dans les années 2010, il y a eu l'émergence de concepts de mesures naturelles de rétention d'eau donc ici, on a à la fois le champ couvert par les SFN, les solutions fondées sur la nature, et par les mesures naturelles de rétention d'eau, qui, elles, n'ont pas forcément vocation à avoir un effet bénéfique sur la biodiversité, mais à retenir de l'eau, éventuellement avec des solutions dites grises, alors que pour être qualifié de SFN, il faut avoir un effet sur l'eau, certes, mais aussi sur la biodiversité et globalement répondre à des enjeux plus divers pour les humains aussi. Et puis, il y a une notion d'échelle dans les SFN qu'on n'a pas forcément sur les MNRE. Ensuite, l'hydrologie régénérative et puis maintenant les mesures éponges ou les paysages éponges. Tout ceci se recoupe plus ou moins et fait en fait plus ou moins appel aux mêmes techniques et pratiques. Donc on peut classer en trois grandes catégories. L'adoption de pratiques agricoles et forestières qui permettent de conserver l'eau et les sols et l'eau dans le sol, avec notamment la limitation du travail du sol, l'usage de couverts permanents, vivants ou non, la diversification des espèces au sein des parcelles et entre parcelles, ce qu'on appelle le keyline design, donc qui est la mise en place de genres de fossés ou de nœuds à des points d'inflexion des courbes de la topographie qui permettent de redispatcher, de distribuer l'eau sur tout le versant et de réhumecter ou réhydrater le versant. Les techniques de drainage contrôlé qui peuvent être utiles dans des zones très plates en bouchant le collecteur de drainage, ce qui permet d'augmenter la réserve utile du sol à l'approche de la période de culture. Et puis l'agroforesterie intraparcellaire. On peut aussi avoir la conception de petits aménagements qui visent à ralentir et infiltrer l'eau de ruissellement, donc avec des mini-retenues ou des mares, des fossés le long des courbes de niveau qui rejoignent le keyline design, des redans ou des fascines dans des talvex qui est figuré ici, et puis la mise en place de terrasses, ce qui n'est pas très nouveau hein, dans les anciens paysages agricoles. Et aller jusqu'à restaurer, préserver ou créer des milieux semi-naturels, donc des haies et prairies, des forêts, renaturer ou restaurer des zones humides, tourbières ou petits cours d'eau. Et l'agroforesterie peut être intraparcellaire, mais aussi entre les parcelles, et donc peut être classée dans ces deux catégories. Donc, quelle preuve de l'efficacité de ces approches? On a à la fois des savoirs et des observations empiriques, des travaux scientifiques sur des effets individuels localisés. Euh, Ici, quelques exemples. Les pratiques de conservation des sols peuvent permettre d'augmenter les capacités de rétention et d'infiltration de l'eau dans le sol. Donc, il y a eu par exemple le projet Bagage sur l'agriculture de conservation dans le bassin Adour-Garonne, qui montrait qu'on avait jusqu'à 10 à 15% d'augmentation du réservoir utilisable et une capacité d'infiltration accrue et plus stable dans le temps, ce qui permettait donc de mieux utiliser l'eau de précipitation. Mais ça va aussi avec l'augmentation de la transpiration quand on a un couvert végétal plus important. Et une des limites assumées du projet Bagage et qui couvrait peu de situations agropédoclimatiques et qu'il fallait étendre ces études à d'autres situations.
Donc on a certes une augmentation de l'infiltration quand on a un non-travail du sol et une couverture permanente, mais si la couverture permanente est liée à des végétaux vivants, on a une augmentation de la transpiration et il peut y avoir compétition entre la culture qu'on cherche effectivement à cultiver et la culture d'accompagnement, qui peut aller jusqu'à limiter l'écoulement gravitaire et le drainage profond. Au niveau des aménagements, les micro-réservoirs, canaux de conservation et terrasses permettent de réduire le ruissellement et l'érosion associée et de favoriser l'infiltration. Donc là, on a convergence de résultats empiriques, de mesures et de modélisation. Avec la question des effets cumulés de ces aménagements ça peut être intéressant à l'intérieur des parcelles pour les exploitations agricoles, voire pour les exploitations forestières. Mais les impacts cumulés de ces aménagements sur l'aval et donc sur le réseau hydrographique et les écosystèmes aquatiques sont encore assez mal cernés. Les infrastructures agroécologiques comme les haies, prairies, bandes enherbées ont bien été étudiées pour la rétention de polluants et de contaminants d'origine agricole notamment. Elles permettent l'atténuation du ruissellement, l'augmentation de l'infiltration par rapport à des sols nus. Il y a encore des recherches en cours sur l'effet des haies sur l'infiltration profonde. Et cette végétation augmente aussi la transpiration, donc on peut avoir un effet de compétition avec les cultures, notamment dans les systèmes agroforestiers, ce qui est encore en cours d'étude aussi selon les systèmes agro-pédoclimatiques. Et le bilan hydrique de la plantation d'arbres est dépendant des spécificités locales. Il y a eu une revue de Lalonde et Al en 2024 de la littérature sur ces différents types d'aménagements ou de changements de pratiques agricoles. Donc, soit en remettant en place des forêts, soit en changeant les espèces, en réhabilitant ou développant des zones humides, des micro-réservoirs, des canaux et fossés, des tranchées d'infiltration ou des terrasses, avec des résultats donc issus de la littérature ou d'observation ou de modélisation en rouge, avec à chaque fois les effets donc de décroissance, pas d'effet observé ou modélisé, ou augmentation sur le ruissellement, le niveau, les débits de base, l'infiltration, l'évaporation, transpiration et les excès d'eau, donc inondations crues et aussi sécheresse. Donc on voit que selon les contextes, on peut avoir parfois des effets soit de diminution du ruissellement, soit d'augmentation, et des effets qui sont aussi controversés sur les débits d'étiage et l'infiltration vers la nappe. Parce qu'en fait, ce qui ressort de ces études de la littérature et des revues qu'on peut trouver, c'est que les effets et leur intensité dépendent de nombreux facteurs et donc c'est très difficile de dire qu'une solution aura un effet et de quantifier cet effet sans l'étudier ou de le modéliser finement. Donc il y a bien sûr les conditions hydroclimatiques qui influent avec le type de climat, la fréquence et l'intensité des précipitations et leur répartition saisonnière. La topographie et l'occupation du sol, et notamment la taille des parcelles et la mosaïque culturelle, les caractéristiques physiques du sol, et puis la géologie et l'hydrogéologie, donc la structure et la perméabilité de la zone non saturée, la structure et la puissance des aquifères et le type d'aquifère. Et tout ça est à prendre en compte pour pouvoir évaluer l'efficacité et les effets d'aménagement, même individuel. Il y a notamment des effets très ambivalents sur les actions de reboisement, sur les débits ou la recherche. Donc il y a eu des études à l'échelle de forêts entières qui montrent à la fois une augmentation de l'évapotranspiration et de l'infiltration, globalement une réduction du nombre de crues et un retard et une réduction des pics de crues. Mais selon les cas, soit une augmentation, soit une diminution des débits d'étiage et de la recharge de la nappe.
avec cette balance qui dépend de la pédologie, de l'hydrogéologie, du climat et des espèces d'arbres. Donc revégétaliser de façon intensive a un effet à court terme sur la réduction du ruissellement et des crues et une augmentation de l'infiltration à court terme, mais éventuellement une augmentation de l'évapotranspiration avec un bilan annuel qui n'est pas, enfin, qui dépend du contexte. Quand on essaie de pêcher à l'échelle du bassin versant, soit en considérant une multiplication de la même solution, soit une combinaison de ces solutions, on constate qu'il y a peu d'expérimentations à grande échelle qui soient suivies et caractérisées. Et donc, on ne sait pas forcément évaluer les effets d'une combinaison optimisée de ces mesures. Donc, les données d'observation sont assez rares. Il y a eu euh, en Rhône-Méditerranée-Corse une étude du BRGM à la demande de l'Agence de l'eau sur les solutions fondées sur la nature, sur la recherche et les eaux souterraines de façon générale, qui regardait les différents types de SFN adaptés à la recherche et à la qualité des eaux souterraines pour les différents services dépendants des aquifères qui sont le stockage et la production naturelle d'eau de qualité, la régulation des inondations et l'alimentation en eau des écosystèmes associés. Ils ont étudié 8 types de solutions, donc des pratiques agroécologiques, réduction de l'utilisation d'intrants chimiques, des infrastructures agroécologiques, zones tampons, des prairies semi-naturelles et forêts pour les milieux agroforestiers, la ville végétale perméable, la désimperméabilisation en milieu urbain et périurbain, et puis en milieu aquatique, le reméandrage des cours d'eau, des zones humides, des recherches maîtrisées par bassin végétalisé en s'appuyant sur 56 expériences qui avaient été identifiées sur le bassin RMC, mais qui avaient été menées sans avoir sans mettre en place de suivi pour les aspects eaux souterraines. Donc ils ont essayé de dériver les effets sans avoir de suivi expérimental qui était adapté, qui avait été pensé à l'origine euh, à la mise en place de ces actions. Donc, par exemple, la conclusion pour pour les solutions mises en œuvre en milieu agroforestier était ce que je disais pour la remise en place de forêts ou le mélange d'espèces dans les milieux forestiers. Une augmentation de l'infiltration, mais avec aussi une augmentation de l'évapotranspiration. Donc un bilan qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Sur les parcelles cultivées, euh, de la mise en place d'agroécologie qui est positive pour la qualité des eaux souterraines et en général avec une recharge des eaux souterraines qui est aussi accrue avec mise en place de haies, de fossés, de zones tampons végétalisées. Et puis dans cette étude, il concluait que la mise en place de prairies où le maintien de prairies semi-naturelles accroissait la recharge de la nappe si les pentes étaient inférieures à 20%, quand de-delà de 20%, le ruissellement était trop fort et l'infiltration n'a pas le temps de se faire. Je suis un peu surprise de ce seuil, mais ouais. Et puis, ce qu'on trouve beaucoup à l'échelle du bassin versant pour l'évaluation de la mise en place de plusieurs de ces solutions, c'est le recours à la modélisation. Donc, avec les modèles conceptuels qui représentent les processus d'une façon assez, assez conceptuelle, ne s'appuyant pas sur des équations qui représentent explicitement les processus. Et cette conceptualisation ce caractère fait qu'ils sont a priori assez limités pour représenter les changements physiques, notamment des caractéristiques d'infiltration des sols, la représentation de l'évolution de la végétation ou la mise en place d'éléments du paysage.
A priori, les modèles à base physique, donc qui sont basés sur des équations, représentent mieux les processus physiques, donc sont plus adaptés pour représenter des éléments du paysage et leur influence sur à la fois les transferts d'eau et de contaminants ou l'érosion associée, par exemple. Mais ils demandent beaucoup de données et en fait demandent quand même une certaine calibration sur des données d'observation. Et donc, en général, ces données sont pas disponibles pour la mise en œuvre de solutions à grande échelle. Et donc, les modèles à base physique sont utilisés d'une façon assez conceptuelle pour l'instant dans ce genre d'approche. On peut quand même noter quelques mises en œuvre intéressantes qui ont été faites, par exemple sur un bassin en Belgique qui a souffert d'inondations très brutales en 2021. Et où donc, en s'appuyant sur une modélisation à base physique, l'Université de Liège a évalué plusieurs scénarios de mise en œuvre selon le cas. Donc ici, c'est une partie plus forestière et de lande, et ici une partie cultivée. Donc ils ont testé plusieurs des solutions que j'évoquais tout à l'heure, de restauration des bocages, de mise en place de key line design, de pratiques culturales adaptées donc avec un travail du sol réduit. Et puis dans la partie forestière, de restauration de tourbières, d'utilisation d'outils, d'engins tassant moins les sols dans la partie forestière, et une diversification des essences qui montrait des abattements qui pouvaient être conséquents pour les événements extrêmes, donc en bleu foncé, et, euh, et plutôt moins forts pour des événements médians, mais qui n'ont pas évalué l'effet sur les périodes d'étiage, sur les périodes de bas débit. Et puis, j'ai aussi trouvé, ça m'a amusé, l'étude, cette fois à la fois basée sur la modélisation et la mise en place à assez grande échelle de redans ici dans des talus, dans des talwegs et des fossés, pardon, pour augmenter l'infiltration et ralentir les écoulements et pallier à des sécheresses. Donc c'est une étude qui est dans le nord de l'Écosse. Donc ça m'a amusé que ce soit là que des scientifiques étudient ça de façon assez intensive. Donc en mettant en place une modélisation là aussi à base physique. Euh, et ce qu'ils ont montré, c'est que on a une augmentation de la recharge et de la contribution de la nappe au débit et une diminution des forts débits et des débits moyens assez limité en termes absolus, en cumulé sur l'année pour la densité de redans qu'ils ont effectivement mis en place, mais avec un effet optimum en doublant ces redans. Donc là, cette fois, par le biais de la modélisation, c'est une estimation faite par le biais de la modélisation, avec le type de sol qui est important. Donc, sur les sols à gauche ici qui se drainent pauvrement, la mise en place de ces infrastructures a assez peu d'effet, alors que sur les sols qui se drainent assez facilement, l'effet est plus important. Et ce que notent les auteurs, c'est que c'est pas grand-chose en termes absolus, en termes de cumul annuel, mais par contre, sur la période de bas débit, c'est un effet qui est qui peut être sensible et qu'on aura de toute façon assez peu de marge de manœuvre dans le futur et que donc ce type d'aménagement est bon à prendre, hein. Donc au niveau des effets individuels, on constate une connaissance existante, mais assez parcellaire, dispersée et dont les résultats sont très spécifiques au site d'étude et avec certains effets qui sont plus incertains. Et au niveau de la combinaison de mesures à l'échelle du bassin versant, euh, on voit des difficultés de suivi et de modélisation, puisqu'en fait, il y a assez peu de sites sur lesquels des aménagements ont été mis en place de façon intensive, avec un suivi mis en place avant ces aménagements, pour effectivement pouvoir attribuer les changements éventuellement observés à la mise en place de ces aménagements.
Et puis, on constate aussi dans la littérature des hypothèses non validées, avec des risques de généralisation hâtive, donc notamment sur le fait que les forêts génèrent des pluies et le concept d'autoroute de la pluie, qui voudrait que si on implante beaucoup de végétation, ce qui va être transpiré par la végétation va se redéposer plus loin et que le climat va évoluer. Ceci mérite, disons, d'être encore évalué au niveau scientifique et est mis en avant par certains acteurs. Et je voulais revenir sur les mares d'infiltration qui sont mises en œuvre, qui sont mises en avant notamment dans les designs d'hydrologie régénérative pour ralentir les écoulements et permettre l'infiltration de l'eau s'écoulant en excès pendant des événements un peu forts. En fait, ça s'apparente, si ce n'est que c'est très perméable à des retenues collinaires. Si on regarde ici les différents types de retenues, donc les retenues collinaires, c'est des retenues qui sont normalement seulement alimentées par ruissellement et déconnectées du réseau hydrographique et dont on a dans une expertise scientifique collective sur les impacts cumulés des retenues sur les milieux aquatiques, on a pu montrer que les retenues, et notamment les retenues collinaires, avaient une influence à la fois sur le régime hydrologique et les cumuls écoulés, sur l'hydromorphologie du cours d'eau à l'aval, puisque c'est des ouvrages qui limitent les transferts de particules et notamment des particules grossières, sur la qualité de l'eau et sur les communautés aquatiques, à la fois à l'aval des retenues et à l'amont, parce que modifiant la connectivité écologique des cours d'eau. Et donc, je m'interroge sur la limite entre ces mares d'infiltration et les retenues. Quand est-ce qu'on considère que c'est positif pour le milieu? Enfin, jusqu'où, en termes de densité, de capacité d'infiltration, de volume? Et à partir de quand on considère que c'est plutôt des retenues et que ça a plutôt un effet négatif sur le milieu? C'est sans doute enfin, ça dépend sans doute de l'échelle d'évaluation et du fait qu'on considère plutôt la disponibilité de l'eau au niveau des exploitations forestières et agricoles ou du milieu aquatique ou des usages de l'eau qui pourrait y avoir à l'aval. Et en fait, c'est des choses qu'on ne sait pas très bien évaluer pour l'instant, faute de moyens d'évaluation, comme je le soulignais, au niveau de la modélisation notamment, et au niveau de données d'observation assez disponibles. Je passe maintenant aux effets des structures paysagères sur la qualité de l'eau. Donc, dans ce contexte, on les appelait plutôt des zones tampons ou des infrastructures agroécologiques. Donc, avec le constat que l'eau est le vecteur des contaminants à l'échelle de la parcelle, le vecteur principal. Et pour ce qui est des zones tampons, ici, j'ai repris un vieux schéma du Corpen. Donc, on considère les différents types d'écoulement, donc le ruissellement, le drainage agricole par tuyau enterré quand on a des sols qui ont tendance à être un peu engorgés en eau, des écoulements hypodermiques quand on a des sols relativement drainants au-dessus d'un socle ou d'une couche peu perméable, et puis une infiltration vers la nappe, en général diffuse, mais qui peut être beaucoup plus ponctuelle et rapide en cas de contexte karstique. Et donc ces différents contextes ont été pas mal étudiés et l'influence sur les différents types de transferts pour les différents types de contaminants, donc notamment les matières en suspension, l'érosion, les nitrates, les phosphates et les pesticides, avec le constat que les caractéristiques du sol et les pratiques culturelles influencent beaucoup fortement la répartition de ces différents types de transferts et que chaque type de contaminant euh, a son mode de transfert privilégié. Donc les nitrates, plutôt les écoulements profonds et le lessivage des sols, l'érosion et les matières en suspension,
ou les phosphates plutôt le ruissellement, et les pesticides selon leur capacité d'absorption, plutôt le ruissellement ou plutôt toutes les lames de l'écoulement. Et pour les produits de transformation des pesticides, pareil, c'est plutôt toutes les composantes de l'écoulement. Et donc, cette répartition des écoulements dominants doit être analysée lors du diagnostic à l'échelle de la parcelle et du versant pour savoir quel type de zone tampon utiliser. Donc, les dispositifs enherbés comme les bandes enherbées ou l'enherbement interrang, les chemins enherbés, ce sera plutôt efficace pour le ruissellement. Les dispositifs de type ligneux, comme les haies bocagères ou les fascines, aussi plutôt pour les écoulements de surface. Et puis les zones tampons humides artificielles pour les écoulements concentrés, donc soit ruissellement concentré, soit plus fréquemment drainage par tuyau enterré. Les fossés végétalisés ou les fossés à redans pouvant recueillir tout type d'écoulement concentré. Et donc il y a un certain savoir-faire et pas mal de méthodes et d'outils disponibles pour savoir quel type de zone tampon implanter dans quel contexte et comment les dimensionner, mais avec des modélisations qui sont plutôt adaptées à des événements pluvieux raisonnables, disons, enfin pas extrêmes, puisque c'est plutôt dans ce contexte qu'on cherche à limiter les transferts de contaminants. Donc les événements extrêmes, soit de sécheresse, là il n'y a pas de problème de transfert de contaminants, soit des événements de pluie intense, sont pas forcément, enfin les méthodes mises au point pour les transferts de contaminants sont pas forcément mobilisables dans des contextes d'événements très forts. Donc, il y a des démarches de diagnostic allant du diagnostic de vulnérabilité intrinsèque, donc tenant compte des, des, des types de transferts et des types enfin, des types d'écoulement selon les zones sur le bassin. Donc là, c'est un exemple sur les sources de la vigne qui alimentent Paris, de diagnostic de vulnérabilité. Donc qui doit déboucher soit sur la préconisation de mesures agronomiques et ou de zones tampons, enfin les zones tampons devant toujours venir en complément de mesures agronomiques et pas à la place de mesures agronomiques adaptées, pour permettre ensuite un diagnostic de vulnérabilité opérationnelle où on considère vraiment ce qu'il y a déjà sur le bassin et ce qui permet de proposer des scénarios d'aménagement et de croiser avec les acteurs pour voir ce qui est faisable et acceptable en mettant en œuvre des outils de dimensionnement et donc avec un processus itératif sur les scénarios d'aménagement. Pour permettre, donc là j'ai repris aussi un vieux schéma du Corpen et du groupe technique zone tampon, pour permettre d'aboutir à un exemple de bassin versant aménagé idéal du point de vue de la qualité de l'eau, donc où on a des bandes enherbées, des haies, des zones humides, des prairies, des talwegs enherbés. Et en fait, je trouve que le parallèle avec les bassins aménagés pour la quantité d'eau est assez frappant et qui a sans doute des choses à échanger, co-construire et des scénarios d'aménagement et d'évolution de pratique à co-construire en considérant à la fois les aspects quantité et qualité et sans doute aussi des avoirs et des méthodes à partager avec et c'est là que il me semble que les aspects zones tampons enfin les méthodes mises en œuvre pour les zones tampons sont un peu limitées. Et ce que j'ai pu constater aussi pour l'instant sur les diagnostics hydrologie régénérative, par exemple, c'est la prise en compte des écoulements profonds. Les diagnostics pour l'instant sont surtout axés sur le ruissellement, le stockage de l'eau dans le sol, mais faute de suivi et de modélisation avec des incertitudes assez réduites, l'impact sur la recherche de la nappe et les débits d'étiage, par exemple, est pour l'instant assez mal évalué, pris en compte et dimensionné.
Euh, et donc, en plus des aspects qualité de l'eau et quantité, il faut aussi prendre en compte les aspects biodiversité et trame verte et bleue, mais là, je l'évoque à peine puisque ça n'est pas mon domaine de compétence. Donc, en conclusion, bah, ces approches d'aménagement de paysage, de mise en place d'éléments du paysage suscitent de l'intérêt auprès de pas mal de collectivités territoriales, au moins dans le sud-est de la France, avec l'idée que c'est de toute façon des solutions sans regret, que ça va plutôt dans le bon sens. Le, le pendant étant que, du coup, comme on considère que ça va plutôt dans le bon sens, ben on se donne pas forcément les moyens de suivre l'efficacité, et ce qui permet pas d'abonder les références sur lesquelles on peut s'appuyer ensuite. Les entretiens qu'a pu mener Zoé, la stagiaire ont montré une demande d'accompagnement et d'indicateurs ou de modèles mobilisables du point de vue des acteurs opérationnels assez forte. Et aussi le besoin de bien définir les limites, les lignes claires et les limites de la connaissance et d'identifier les sujets de controverse. C'est des solutions qui ne doivent pas détourner des efforts de sobriété. En fait, là aussi, un parallèle avec les zones tampons pour la qualité de l'eau. Ce qu'on a pu voir sur certains bassins, certains acteurs nous demandaient des diagnostics de mise en place de zones tampons pour surtout ne pas toucher à leurs pratiques, à leur occupation du sol et aux pratiques à l'intérieur des parcelles. Et il ne faudrait pas que l'aménagement du paysage soit aussi une façon de ne pas aborder les nécessaires changements d'occupation du sol et de pratiques agronomiques. Des effets à échelle qui sont relativement bien établis, même s'ils dépendent beaucoup des conditions locales, et qui sont malgré tout plus difficiles à évaluer que des solutions grises quand on met en place un réservoir, une digue. C'est mieux, c'est plus facile d'évaluer de façon quantitative l'efficacité de cette solution que que la mise en place de haies, de bancs enherbés ou de baissières. Et puis des questions qui restent ouvertes sur le potentiel d'une approche intégrative à l'échelle d'un bassin versant, donc avec la nécessité d'expérimenter et d'évaluer, y compris sur le long terme. Ce qu'on essaie de faire dans le cadre de certains projets sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, mais avec le constat qu'il est difficile soit des acteurs mettent en place de façon assez dispersée des aménagements et mettent en place le suivi, mais ça reste à petite échelle parce que c'est des actions dispersées. Soit, par exemple, la communauté de communes Valence Roman Aglo a décidé de mettre en place de façon intensive un plan territorial de régénération des cycles de l'eau, donc de l'hydrologie régénérative sur un petit bassin de 20 km². Euh, et on est impliqué à INRAE pour mettre en place un suivi avant la mise en place de ces changements pour pouvoir évaluer ensuite leur efficacité quand ils seront mis en place. La difficulté rencontrée pour l'instant par l'aglo, c'est que bah, c'est une démarche qui se décrète pas. Et donc pour l'instant, les acteurs sur le bassin versant sont assez réticents à mettre en place à grande échelle ces changements. Donc, donc voilà, la mise en place d'expérimentation à grande échelle est parfois difficile. Et puis, donc, la nécessité de tenir compte de la multifonctionnalité, enfin, la nécessité et l'intérêt de tenir compte de la multifonctionnalité de ces éléments du paysage, même si ils n'apportent pas forcément toutes les solutions du point de vue quantitatif, il peut être intéressant de considérer les aspects qualité et biodiversité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.